dans les épisodes précédents. Je vais pas mentir, je suis claqué. Et maintenant que le sujet de la vidéo est fini, je vais... Oh flûte! J'ai encore du travail pour le reste de la semaine, moi. Au commencement, il n'y avait rien. Ou presque. Une force antique et surpuissante empêchait toute chose d'exister. Mais un jour, 3 déesses d'or et de lumière sont apparues. Din, déesse du pouvoir, Faror, déesse du courage, et Neru, déesse de la sagesse. Ensemble, elles ont créé le monde, Hyrule et ses habitants. Après cela, elles ont disparu, laissant derrière elles la dernière relique de leur pouvoir, la Triforce, qu'elles ont confiée à une jeune déesse, Hylia. Un être démoniaque, nommé l'Avatar du Néant, lui disputa la relique. Hylia lutta jusqu'à son dernier souffle et n'arriva qu'à sceller son ennemi temporairement. Sur son lit de mort, elle désigna 2 élus pour empêcher le retour de l'Avatar. L'un d'eux était une jeune femme destinée à être sa réincarnation. Plusieurs siècles après, elle est née. Elle s'appelle Zelda et est la fille du directeur de l'Académie de Chevaliers à Célesbourg dans Skyward Sword. Lors d'une balade dans le ciel avec son ami et plus Link, une tornade l'a fait tomber sur la terre sous les nuages. Elle rencontre alors une dénommée Impa qui connaît le mythe de Hylia et lui révèle son destin. Elle part alors en pèlerinage pour réveiller ses pouvoirs. Non sans problème. Vaincu, l'Avatar dans son dernier souffle maudit Link et Zelda à se réincarner et faire face à d'autres formes de sa rancœur. Ainsi sont nées toutes les Zelda porteuses de la Triforce de la sagesse. Zelda est la 2e demoiselle en détresse du jeu vidéo avec Peach, mais elle a pu mettre les mains à la pâte plus tôt, via notamment ses alter ego et en aidant durant les combats finaux de certains jeux. Même si elle a mis plus de temps à avoir son propre jeu, et encore. Comparée au reste du trio de la Triforce dans Smash, elle a le moins vieilli conceptuellement, mais ses attaques spéciales encore basées sur les sorts de Ocarina of Time trahissent son âge et les fans n'en sont plus satisfaits. Déjà, des fans réclamaient que la Zelda de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom remplace l'actuelle, certains poussant le vice au maximum et basant entièrement son moveset sur les pouvoirs temporels qu'elle a, et depuis on a eu Echoes of Wisdom qui donne l'idée de faire d'elle une invocatrice. Et pour ce moveset, vous n'aurez ni vraiment l'un ni vraiment l'autre. Et pourtant, à vrai dire, au début, je voulais faire de la Zelda de Echoes of Wisdom son propre combattant, j'avais même le nom du concept, Zelda Echo. Mais je me suis ravisé précisément quand je me suis rendu compte que ce jeu avait changé la donne. Le fait que potentiellement Zelda sera jouable plus souvent fait que nous ne pouvons plus vraiment nous contenter de son moveset actuel. Il a non seulement besoin d'être actualisé, mais surtout rendu plus souple pour le futur. Et comme j'ai créé des versions uniques à Smash des autres porteurs de la Triforce, pourquoi la sage princesse serait exclue? Ainsi, voici ce que pourrait donner une Zelda unique à Smash. Commençons avec son design de base, encore une fois ajusté par mes soins. Au premier coup d'œil, cette nouvelle Zelda n'est pas différente, toujours proche de Link to the Past et A Link Between Worlds. Blonde, robe rose magenta en haut, blanche en bas et des décorations dorées. Mais à bien y regarder, on voit quelques changements. Son diadème est inspiré par Twilight Princess, sa cape blanche devient bleue, la couleur de Neru, la déesse à qui elle est le plus liée, telle la cape rouge de Ganondorf et la tunique verte de Link. D'ailleurs, elle porte les perles gravées de leur symbole, Neru dans sa tiare et Din et Faror en boucle d'oreille. En outre, elle porte aussi la pierre occulte de Tears of the Kingdom en collier. Et ces bijoux ne sont pas là que pour faire joli. D'ailleurs, niveau gameplay, Zelda va connaître un changement drastique. Elle aura encore quelques attaques à main nue, mais désormais, elle a une arme pour se défendre. Inspirée par Echoes of Wisdom, vu qu'elle en est l'héroïne, elle le mérite. Voici le sceptre royal. Vous trouvez qu'il ressemble à la baguette de Tri? Précisément, l'outil du jeu est ici reforgé en sceptre transmis dans la famille de cette Zelda de génération en génération. Et on peut le voir avec son design, décoré au sommet par un symbole représentant le blason de la famille royale d'Hyrule et une réplique de la Triforce en objet 3D. Mais loin d'être dotée des mêmes pouvoirs, cette Zelda a beaucoup de nouveaux tours dans son sac. Mais d'abord les skins. Comme j'ai fait jusqu'ici, Zelda a une grosse refonte. Elle a 2 costumes complètement différents. Celui que j'ai mis au point, et un nouveau inspiré par la tenue de voyage princière de Echoes of Wisdom. Si elle partage les mêmes couleurs de base, elle a 2 différences majeures. Elle n'a plus de cape et ses cheveux sont noués en queue de cheval. Et parlant de cheveux, il change beaucoup d'un skin à l'autre, non seulement de couleur mais de coupe. Elle en a 4 différentes inspirées par ses différents designs à travers la série. Commençons par les skins impairs, ceux qui utilisent son design de base. On a une robe au haut rouge et des vêtements couleur noisette qui ressemblent aux couleurs du sprite de Zelda dans le premier The Legend of Zelda. Ensuite, on a un haut violet et ses cheveux sont bruns avec de longues tresses et une cape noire qui rappelle la Zelda de Twilight Princess. Et enfin, pour sa dernière couleur, son haut est blanc grisâtre qui fait ressortir ainsi la blancheur de sa cape et du reste de sa robe.
Toujours tressés, ses cheveux sont désormais blonds, ce qui ressemble à la robe de prêtresse de Skyward Sword et de Breath of the Wild. Passons maintenant aux couleurs de la tenue de voyage princière. Pour la première, le haut est bleu, en référence à la tenue de la Zelda de Breath of the Wild. En plus, elle a des cheveux blonds très pâles. Pour le skin suivant, le haut de sa tenue est vert, ce qui n'est pas sans rappeler la toge Sonao que Zelda porte dans Echoes of Wisdom. Aussi, ses cheveux, coupés à court, sont blonds pétants. En faisant la comparaison avec le skin de Breath of the Wild, la couleur de ses cheveux est censée évoquer l'éveil de ses pouvoirs. Et enfin, le dernier skin de la tenue de voyage avec les cheveux coupés courts reprend les couleurs d'un des skins actuels de Zelda, le skin Dark Zelda. Quant à son animation d'entrée sur le stage, elle est exactement la même qu'à l'actuelle. Ces stats ont quelques changements qui tiennent plus de l'ajustement que d'une modification importante ou drastique. Elle fait la même taille et a les mêmes vitesses aériennes et gravité. En dehors de cela, elle est plus légère, un peu plus rapide sur Terre et sait mieux se repositionner en l'air. Elle a également une vitesse de chute plus basse. Petit, mais vu ce que je prévois de proposer pour elle, je préfère ne pas trop en faire. Elle n'a aucune autre option de déplacement supplémentaire. En accord avec ces ajustements, l'essence de son style de jeu va rester proche de comment il est actuellement. Elle utilise sa magie pour mettre en place des pièges et faire perdre la boussole à ses adversaires sur ce qu'elle prépare. La principale différence est que la grande majorité de ses attaques normales et spéciales vont changer. On va voir l'intégration de nouvelles sources d'inspiration et ses anciennes vont prendre de nouvelles formes plus dynamiques. L'amour de Nehru, le feu de Din et le vent de Faror ne sont plus ses attaques spéciales. Mais il était hors de question que Zelda, la réincarnation de Hylia, protectrice de la Triforce, dernière relique du pouvoir des déesses créatrices, s'en débarrasse complètement. Alors j'ai décidé de leur faire de la place dans les attaques normales et renforcer le côté lanceuse de sorts de Zelda dans une façon pas encore vue dans Smash. Grâce aux pierres magiques qu'elle porte en bijoux, Zelda utiliserait plus d'attaques basées sur les éléments des sortilèges de Ocarina of Time. Ces attaques de lumière doivent partager les projecteurs, c'est le cas de le dire, avec 3 autres éléments, chacun leur apportant des propriétés spéciales précises, là où celle de lumière varie un peu d'une attaque à l'autre. D'abord, la magie de Nehru. Elle lui permet de conjurer des cristaux similaires à ceux que crée l'amour de Nehru, ce qui niveau encodage pourrait compter comme de la glace. Ces attaques ne seraient pas particulièrement puissantes ni en termes de dégâts ni force de projection, mais fidèle à la nature défensive du sort, elle lui donne une super armure qui lui permet de ne pas être interrompue pendant qu'on l'attaque et ainsi subir moins de dégâts. La magie de Faror donne un effet élémentaire de vent à ses attaques. Pas remarquablement fortes non plus niveau dégâts, elles sont en général celles avec le plus de force de projection. Enfin, la magie de Din lui donne des attaques de feu qui infligent le plus de dégâts purs en moyenne. Attention, cela dit, certaines ne sont pas consistantes. Elles ont des sweet spots qui requièrent d'être plus précis pour maximiser les dégâts. Aussi, pour rendre le tout plus clair, j'ai fait 2 choix. D'une part, chaque attaque élémentaire a sa couleur pour les reconnaître. Bleu, vert et rouge respectivement. Haut et jaune pour les autres. D'autre part, comme celles de Byleth, elles sont associées aux directions du joystick. Les attaques de Faror sont toujours celles orientées vers le haut et celles de Din vers le bas. Celles de Hylia et Nehru sont associées aux attaques neutres et de côté à des positions qui varient selon le type d'attaque utilisée. Voyons de quoi je parle maintenant. Son direct est désormais en 3 coups et se finit sur un multi-coup. Elle commence avec un coup du tranchant de la main comme son ancienne attaque spéciale côté, puis elle donne un coup de paume vers l'avant comme le premier coup de son direct actuel, avant de bombarder l'adversaire avec une décharge de magie lumineuse comme elle fait actuellement. Pour sa nouvelle attaque côté, elle s'improvise un maillet avec la magie de Nehru. Elle crée un cristal au sommet de son sceptre et donne un coup latéral de droite à gauche avec. Son attaque haut est pratiquement la même qu'à l'actuelle, même animation, même hitbox, sauf qu'elle utilise en plus la magie de vent de Faror. Pour sa nouvelle attaque bas, elle utilise la magie de Din pour créer une explosion enflammée à ras du sol. Elle a un sweet spot à son centre et si elle est faite en dehors du stage, l'explosion est un parfait cercle. Pour son attaque rapide, elle utilise la technique de la pirouette de Echoes of Wisdom où elle tourne sur elle-même. Elle utilise également son sceptre pour donner plus de portée à son coup. Et toutes ses attaques de recouvrement sont les mêmes qu'à l'actuelle. À la limite, elle pourrait utiliser son sceptre pour les faire au lieu de ses mains, mais c'est tout. Les attaques Smash de Zelda sont celles qui ont les plus de changements parmi ses attaques normales. Non seulement ce sont toutes des attaques totalement inédites, mais en plus les magies des déesses peuvent également faire effet durant celles-ci. À une condition, il faut que le joueur arrive à charger les attaques Smash de Zelda au maximum. En dessous, il n'y aura aucun effet supplémentaire. L'attaque Smash côté va ici faire référence à la forme épéiste de Echoes of Wisdom, mais en remplaçant l'épée de puissance par la rapière qu'utilisent les Zelda de Twilight Princess et du premier Hyrule Warriors. Elle sort le fer et donne 2 coups en diagonale descendant, d'abord de droite à gauche, puis de gauche à droite. Comme l'attaque Smash côté de Link, appuyer sur A une deuxième fois lui permet de rajouter un coup supplémentaire, donc un troisième, purement vertical, de haut en bas. En outre, charger l'attaque Smash au maximum active la magie de Nehru et lui donne une super armure. Pour son attaque Smash haut, elle utilise à nouveau la rapière et donne 3 coups d'estoc vers le haut. Un peu orienté sur la gauche, le deuxième la droite et le dernier tout droit.
Chargée au max, la magie de Farore donne à cette attaque la plus grande force de projection des 3 attaques Smash. Enfin, pour son attaque Smash bas, Zelda fait tout autre chose. Elle crée un cercle magique au sol autour d'elle et fait émettre une puissante attaque depuis ce cercle tracé. Contrairement à son attaque Smash bas actuelle, elle n'inflige qu'un gros coup. Par contre, chargée au maximum, la magie de Din transforme le sigil en un cercle de flammes, la rendant plus proche du pouvoir tel qu'il apparaît dans Ocarina of Time d'ailleurs. Et dès que les flammes touchent quelqu'un, elle le piège et lui inflige des dégâts tout le temps qu'elle brûle, comme le souffle de feu de Bowser. On va faire un peu dans le désordre aujourd'hui en parlant d'abord des attaques dotées de pouvoir. Chez les attaques aériennes, le pouvoir de Nehru est contenu dans son attaque aérienne neutre. Elle est identique à l'attaque aérienne neutre actuelle, sauf qu'en plus elle crée plein de petits cristaux autour de Zelda qui transforment l'attaque en un multi-coup en plus de lui donner une super armure. Pour l'attaque aérienne haute, elle pointe son sceptre vers le haut et crée un petit tourbillon qui inflige 3 petits coups à l'adversaire. Et pour son attaque aérienne bas, elle piétine en dessous d'elle en créant une petite explosion sous son pied. Elle a un sweet spot à la plante du pied qui inflige à coup sûr un effet météore. Pour son attaque aérienne avant, elle dégaine à nouveau sa rapière et porte 3 coups. Un de gauche à droite, un coup en diagonale ascendant de gauche à droite et enfin un deuxième dans le sens inverse. Et enfin, son attaque aérienne arrière est une réinterprétation de celle qu'elle a actuellement. Au lieu d'être un coup de pied avec un sweet spot à la pointe, l'attaque est en 2 temps. Elle donne d'abord un coup de pied en le pointant vers l'arrière et enfin au bout du pied, elle crée une petite explosion magique plus forte que le coup de pied. Sa saisie et son pummel sont toujours la même. Elle attrape avec sa main libre et elle pummel avec des décharges magiques. Pour son lancer avant, elle envoie son adversaire voler et en le mitraillant d'éclats de cristal à bout portant comme si c'était un fusil à pompe. Son lancer arrière est le même qu'à l'actuel. Pour son lancer haut, elle utilise le vent de Farore, le sort d'Ocarina of Time, pour téléporter son adversaire dans les airs. Et enfin, son lancer bas est le même qu'à l'actuel en termes d'animation, mais il fait plus de dégâts. Sa provoque haut est la même qu'à l'actuel, sauf qu'elle utilise son sceptre. À noter que la lumière n'est plus seulement jaune, mais peut également être rouge, bleue ou verte pour coller à ses différentes magies. Pour sa provoque bas, elle boit un smoothie de Echoes of Wisdom. Et pour sa nouvelle provoque côté, son sceptre brille et émet un bruit. Mais c'est la voix de Tri. Nous avons maintenant toute une nouvelle série d'attaques spéciales à parler basées sur de nouvelles sources d'inspiration fort intéressantes, mais toujours faites pour permettre à Zelda d'effectuer des mind games. Une fois n'est pas coutume, laissons son attaque spéciale neutre pour la fin, car elle joue un rôle majeur mais qui requiert que je parle des autres avant. Commençons avec l'attaque spéciale côté, l'ajout majeur de ce moveset, la mécanique de Echoes of Wisdom. La baguette de Tri permet à Zelda de créer des doubles d'objets et d'ennemis vaincus qu'elle peut invoquer à loisir pour l'aider, rappelant pas mal son attaque spéciale bas actuelle à bien y réfléchir. Mais c'est une attaque inédite, riche, dont les directions qu'elle va prendre risquent de vous surprendre. Par exemple, utilise-t-elle les mêmes échos que dans Echoes of Wisdom ? Non. On va profiter de la nature non canon de ce moveset pour baser mon idée d'attaque sur un écho totalement inédit. Celui d'un animal de compagnie qu'elle a, ni plus ni moins qu'une réinterprétation d'un autre personnage récurrent des vieux Zelda, le hibou Gepora. Zelda pointe son sceptre vers l'avant et invoque l'écho du rapace. Il agit comme les missiles de Samus. Il prend pour cible l'adversaire le plus proche et fonce l'attaquer, disparaissant au contact ou au bout d'un certain temps s'il est infructueux. Rien de très flashy en tant que tel, mais l'attaque a beaucoup de surprises en réserve. D'un simple appui du bouton B, elle se contente d'envoyer Gepora attaquer. En maintenant B appuyé, Zelda utilise la technique de la synchronisation et le suit à la trace dans son vol. En relâchant B, elle peut le laisser continuer mais ne peut plus sauter. Si elle reste synchronisée jusqu'au bout, elle finit en chute libre. C'est tout pour Gepora, mais l'attaque a une autre fonction. Si elle utilise son attaque spéciale cotée sur un trophée ou une Pokéball, l'attaque remplace Gepora par un écho d'un personnage choisi au hasard parmi la sélection de trophées et Pokéballs que le jeu propose, dont l'identité est affichée par un portrait qui surplombe Zelda. La princesse peut alors garder son écho sous le coude pour un seul usage et utiliser même la synchronisation avec le personnage en question. Après cela, Gepora revient. En tant que telle, l'attaque spéciale haut est inchangée. C'est toujours la même téléportation. Zelda disparaît puis réapparaît à une certaine distance de son ancienne position à une nouvelle choisie avec le joystick et inflige de faibles dégâts quand elle se téléporte. Le vent de Farore quoi. Mais avec une toute nouvelle présentation, elle est désormais basée sur la téléportation de Echoes of Wisdom. Elle disparaît dans un flash jaune et laisse à sa nouvelle position une stèle qui permet la téléportation. Tiens. Pour l'attaque spéciale bas, on revient à du pur inédit. Zelda utilise un des derniers objets souvent associés à elle, l'arc et les flèches de lumière. Son arme fétiche durant les combats finaux de nombreux jeux est présent dans ses gameplays des 2 Hyrule Warriors en date. Elle ne va pas l'utiliser comme les autres arcs en tant qu'outil pour zoner. À la place, elle va plutôt utiliser cette attaque pour poser un piège. Elle est très simple. Zelda dégaine l'arc et tire une flèche de lumière vers le ciel. Mais ce n'est pas une flèche de lumière ordinaire. Elle vole si vite qu'elle brise les règles du temps et de l'espace. Elle crée une brèche, rentre dedans et voyage dans le temps.
Quelques secondes plus tard, un peu plus loin et haut de là où elle est entrée, la sortie s'ouvre et la flèche tombe tout droit vers le bas, infligeant des dégâts. Très simple, oui, mais pas sans subtilité. La flèche reste un projectile et susceptible d'être renvoyée par un réflecteur. Ou bien est-ce le cas ? La flèche de lumière n'est pas renvoyée vers le haut quand elle entre en contact avec une attaque de ce type. À la place, elle est déviée comme chez les Pit ou Sora. La principale différence avec eux, cela dit, c'est qu'elle volera toujours dans la direction vers laquelle regarde l'utilisateur au moment de l'impact, parallèle au sol. Pourquoi une telle propriété ? Tout sera plus clair avec l'attaque spéciale neutre. Après les perles des déesses, il est enfin temps pour la pierre occulte en collier de jouer un rôle. Fidèle à elle-même, la pierre offre aussi à cette version de Zelda des pouvoirs liés à la manipulation du temps en un pouvoir surnommé rétrospective, qui permet de faire rebrousser son chemin à un objet qui a bougé. En outre, elle est la pièce maîtresse des attaques spéciales car elle a tout un tas de fonctions capables d'interagir avec les autres. D'un simple appui, Zelda tend sa main libre et provoque un flash de lumière qui inflige de faibles dégâts aux adversaires qu'elle touche. Mais pas que, il est temps d'extrapoler. En se basant sur la capacité de base, elle prend le flambeau de l'amour de Nehru et devient ainsi un nouveau réflecteur. En outre, si Zelda arrive à toucher une de ses propres flèches de lumière avec, elle peut utiliser leur propriété à son avantage et en faire des projectiles plus classiques. Mais ce n'est pas tout, elle a une deuxième fonctionnalité, et pour en parler, revenons à ses autres attaques spéciales. En fonction de la dernière utilisée, un symbole apparaît à côté de son portrait en bas de l'écran. Le sceptre, un trophée-aide ou une Pokéball, la stèle de téléportation et l'arc. En maintenant beurre foncé, rétrospective permet de réaliser une action spéciale liée à elle. Du plus simple au plus complexe. Avec Flèche du futur, le piège est à nouveau mis en place, au même endroit qu'il a été mis la dernière fois, là où une nouvelle utilisation la déplace. Avec téléportation, Zelda retourne à l'endroit où la dernière stèle de téléportation a été créée, mais l'attaque n'est faisable que dans un rayon d'action un peu moins grand que l'original. Auquel cas, pour montrer ça, la stèle à côté de son portrait est grisée. Avec les trophées ou Pokéball invoqués par l'attaque spéciale côté, Zelda peut invoquer une deuxième fois le personnage ou le Pokémon que l'écho lui avait donné à l'origine. Attention par contre, c'est au joueur de se rappeler quelle invocation il avait eue. Et enfin, pour l'écho de Gepora, Zelda réinvoque son rapace, mais plus loin d'elle, là où réutiliser l'attaque normalement le ferait apparaître à bout portant. Quant à l'endroit où il est invoqué, il apparaît à une distance équivalente de la longueur au sol qui le séparait de Zelda au moment où il a disparu. Jusqu'à un certain point, il y a une limite qu'il ne peut pas dépasser. A noter enfin que cette technique ne marche pas si Zelda a utilisé la synchronisation. Enfin, à noter qu'à chaque fois qu'elle utilise la version appuyée de rétrospective, cette dernière a un cooldown. Un symbole en forme de pierre occulte apparaît à côté de son portrait et redevient jaune petit à petit, symbolisant le temps du cooldown qui s'écoule. Une fois rempli, le symbole disparaît et est remplacé par le potentiel objet si elle a utilisé une attaque spéciale. Enfin, après tant de changements de gameplay, le Final Smash est pour le coup identique. Chargé par l'énergie de la base Smash, Zelda crée un saut en forme de Triforce devant elle. Le saut aspire tous les adversaires proches d'elle et les piège en lui. À la fin de l'attaque, le saut explose et envoie voler ses prises. Si leurs dégâts sont égaux ou supérieurs à 100%, ils sont automatiquement mis KO, comme la capacité de la princesse à sceller le mal. Pour sa première animation de victoire, c'est la même que celle où elle crée du feu, mais modifiée. La flamme est remplacée par une lumière de 4 couleurs possibles et change d'élément à la pointe de son doigt. Un flash de lumière, une flamme, une boule d'air ou des cristaux bleus. Pour la deuxième, le vrai Gepora apparaît et se pose sur son sceptre tandis que Zelda le caresse. Enfin, sa troisième animation de victoire est la recréation de l'animation quand l'effet de Echoes of Wisdom referme les failles. Zelda est encerclée, puis pointe vers le ciel. L'effet s'envole dans une colonne de lumière éclatante. Et voilà ce que pourrait donner une Zelda unique à Smash. Je ne vais pas mentir, après la vidéo de Link où je me suis bien pris la tête à la conception, Zelda fait du bien comment elle a été claire à faire. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'inspire autant que ça, mais voilà, j'espère que ce moveset vous a plu. Mais... Alors, d'habitude, c'est là que je présente la fin de mon épisode, je fais les crédits, tout ça. Mais pas aujourd'hui. Car en cette occasion spéciale, j'ai décidé d'inaugurer une section inédite à mes vidéos sur un certain sujet. Les combattants écho. Ayant déjà fait 2 vidéos sur des combattants qui s'en rapprochaient et le sujet de Link de la dernière fois, j'ai décidé d'aller à fond. Dès que j'ai une idée de combattant écho pour les movesets que je conçois, j'en ferai part. Mais d'abord, petite mise en place de guidelines sur le sujet. Numéro 1, le personnage doit avoir une corpulence similaire. Il peut avoir une posture totalement différente, mais sa physionomie doit rester proche pour pouvoir reprendre ses attaques. Numéro 2, les stats peuvent être modifiés, mais ce n'est pas nécessaire. Numéro 3, je dois toujours trouver une accroche de gameplay qui rend le personnage pertinent. Numéro 4, toutes ces animations doivent changer. Numéro 5, ne créer que des attaques normales inédites qu'en dernier recours. Par contre, je peux modifier leurs propriétés à loisir.
Et s'il manque au combattant Echo quelque chose que l'original a, on peut inventer quelque chose. Et enfin, en numéro 6, je dois modifier en priorité les effets de ces attaques spéciales, et je peux me permettre d'en créer une inédite par combattant, Final Smash non compris. Sur ce, qui est le premier personnage pour inaugurer cette nouvelle rubrique? Eh bien la voici. La princesse Hilda de Link Between Worlds sur 3DS. Elle règne sur un royaume nommé Lorule. Issu d'un monde parallèle, il est très similaire à Hyrule, mais il diffère également sur quelques points. Entre autres, l'absence totale de Triforce. Pas parce qu'elle n'a jamais existé, mais parce qu'elle n'existe plus. La relique sacrée attisait tant de convoitises que des sages ont préféré la détruire. Malheureusement, cet acte a fait connaître au royaume une longue descente aux enfers. Si Hilda est l'équivalent de Zelda, elle est loin d'être aussi sage. Elle a plus eu tendance à prendre des décisions désespérées pour tenter de restaurer Lorule. Entre autres, avec l'aide d'une petite frappe nommée Yuga, qui s'avère être le canon de Lorule, elle a volé la Triforce d'Hyrule pour essayer de ramener son royaume à sa gloire d'antan, agissant donc en toute logique comme l'antagoniste principal qui agissait dans l'ombre du visage sur le tableau de ce plan. Mais la princesse s'est faite coiffer au poteau par un Yuga avide de pouvoir qui l'a trahi au dernier moment. Heureusement, Link était là pour la sauver. Après cela, encouragée par un ami cher, elle abandonna son plan et laissa Zelda et Link rentrer chez eux avec la Triforce. Mais nos héros, dans un acte de bienveillance, utilisent le pouvoir de la relique pour recréer la Triforce de Lorule, permettant au royaume de Hilda d'enfin revoir la lumière. Je pense que le choix de Hilda en tant que combattant Echo de Zelda s'explique tout seul. Elle est littéralement une version alternative de la princesse, elle peut donc en toute logique utiliser les mêmes attaques. Il n'y a que la rapière qu'il faudrait créer de toutes pièces, mais en dehors de cela, elle a tout pour coller. Sur ce, voyons ce qu'elle pourrait donner en tant que combattant Echo. Son design de base est principalement basé sur sa première apparition dans un Link Between Worlds en toute logique. La principale différence, cela dit, est son sceptre. Au lieu de reprendre directement celui qu'elle a dans le jeu, il a un design original inspiré par la baguette de Tri, mais inversé, pour continuer les parallèles avec ma version de Zelda. En outre, ses skins vont changer la couleur de ses vêtements et de ses cheveux pour la faire ressembler aux différents sages de Link Between Worlds. Nous avons donc ainsi un skin inspiré par Gully qui la rend blonde et verte. Le suivant avec ses différentes nuances de bleu est inspiré par Céleste. Le suivant avec les cheveux blancs et la robe jaune par Asphar. Ensuite on a un skin inspiré par Aileen avec des cheveux bleus et une robe noire. Ensuite vient le skin inspiré par Orlen avec les cheveux verts et la robe bleu ciel. Le suivant et ses différentes nuances de rouge est inspiré par Rosso. Et enfin, le dernier skin, avec ses cheveux plus noirs et sa robe qui change de teinte violet, l'a fait ressembler à Lavio, l'autre PNJ le plus important du jeu. Comment ? Vous ne pouvez pas voir la couleur de ses cheveux à cause de sa capuche ? Je comprends, mais je ne peux pas vous la montrer, sinon ce serait vous spoiler encore plus. Et enfin, pour son entrée, elle se téléporte sur le stage dans un halo de lumière bleue, qui rappelle la lumière de téléportation quand on quitte les donjons dans le Link Between Worlds. En tant que combattant Echo, Hilda va avoir le même gameplay, c'est fait pour ça en même temps. Par contre, en termes de changement précis pour elle, elle n'en aura aucun du côté des stats. Comme elle est littéralement une autre Zelda, je ne vois pas l'intérêt de lui changer ses stats. Ou tout du moins, je ne les changerai que si Zelda a aussi des changements. Elles doivent être identiques l'une à l'autre. De plus, je trouve plus stimulant d'essayer de les différencier par d'autres moyens. Comme par exemple, pour l'accroche globale de ce concept, l'idée est la suivante. Bien qu'elle soit comme Zelda, vous remarquerez que niveau personnalité et action, Hilda diffère beaucoup. Mais ici, on va faire un moussette pour, en quelque sorte, elle après la fin du jeu. On va dire qu'elle a eu un développement de personnage. Autrement dit, elle apprend à s'assagir, mais elle n'est pas encore comme Zelda. Ainsi, ce moussette de Hilda basé sur ma réinterprétation de celui de Zelda est une version plus accessible. Plus pratique et facile à prendre en main, mais plus directe et avec moins de surprises. En outre, c'est tout bête, mais l'inversion du symbole de la Triforce m'a inspiré un changement de gameplay qui l'est tout autant. Les effets élémentaires de certaines de ces attaques sont inversés en termes de sens. Autrement dit, les effets de feu des attaques bas de Zelda sont associés aux attaques hautes chez Hilda, et inversement, celles devant à celles d'en bas. Aussi, certaines attaques avant et arrière sont également inversées. Voyons ça plus en détail. Comme je l'ai dit plus haut, son attaque-eau utilise du feu au lieu du vent, ce qui fait qu'elle fait bien plus de dégâts, mais n'a pas autant la même force de projection. En dehors de ça, la hitbox est pareille et l'attaque est plus lente au démarrage. Et à ce sujet, pour son attaque bas, elle crée une mini tornade à ras du sol. Elle a une windbox tout autour d'elle, mais la tornade en elle-même inflige des multi-coups aux personnes qu'elle touche. Ses attaques smash sont pareilles, sauf qu'elles sont dénuées des mêmes effets élémentaires.
À la place, elle imprègne ses attaques des flammes aux couleurs changeantes que Hyuga utilise, rendant ses attaques plus fortes en général. La seule qui y diffère est la Ba, qui agit toujours comme la version chargée au max de celle de Zelda, mais les flammes ne comptent pas comme du feu, mais de l'aura, ce qui vaut pour toutes ses attaques Smash d'ailleurs. Aux attaques aériennes maintenant. Les avant et arrière échangent leur place, mais elles fonctionnent de la même façon. Pour son attaque aérienne haut, elle crée une explosion au-dessus d'elle, autrement dit, elle reprend pour elle l'attaque aérienne haute de Zelda actuelle. En outre, elle a également une nouvelle attaque aérienne bas. Elle crée un tourbillon en dessous d'elle qui inflige un multi-coup au personnage qu'elle touche avant d'achever le tout d'un coup de pied. L'attaque a un effet météore qui n'est effectif que si l'adversaire a des dégâts suffisamment hauts. Niveau lancer, ses lancers avant et arrière échangent de place encore une fois. Pour son lancer haut, elle crée un pilier de flammes qui envoie l'adversaire voler vers le ciel. Et enfin, pour son lancer bas, elle utilise le vent de Faror pour faire cracher son adversaire dans le sol en le téléportant. Pour sa provoque bas, comme Zelda, elle fait briller son sceptre, sauf qu'au lieu de l'agiter devant elle, elle le pointe vers le ciel. Pour sa provoque bas, la marque de la Triforce de la Sagesse brille sur sa main et elle la regarde, pensive. Et enfin, pour sa provoque bas, Lavio et son oiseau familier Shiro apparaissent et encouragent Hilda. Pour ses attaques spéciales, encore une fois, on va viser à tout simplifier. Le principal changement étant que Hilda n'a pas accès à la mécanique de la magie temporelle. En compensation, toutes ses attaques spéciales vont désormais devenir autosuffisantes. Par ordre croissant de changement. Celle qui a le moins de changements est la téléportation de son attaque spéciale haut. Elle se fait dans une lumière bleue et elle ne crée pas de stèle. Elle a toujours une attaque spéciale côté où elle crée un écho, sauf qu'à la place d'un hibou, elle crée Shiro, l'oiseau de Lavio qui se comporte pareil. Elle ne peut plus créer d'écho de trophées et de Pokéball, mais à la place, Shiro peut rapporter à Hilda les objets qu'il trouve sur son chemin, comme il peut ramener les objets que Link a empruntés à Lavio quand il meurt. Pour préciser, Lavio loue les objets de l'inventaire de Link. Il faut savoir ça. Vous vous souvenez des flèches de lumière que j'ai données à Zelda ? Eh bien, Hilda les utilise aussi, mais bien plus directement. Désormais, son attaque spéciale neutre, elle ressemble aux autres attaques spéciales d'arc à flèche, mais dans les faits fonctionne d'une manière totalement différente. En appuyant sur B, elle bande son arc et charge son tir d'elle-même. Mais c'est là que vient la principale différence avec les autres arcs. Hilda ne tire sa flèche que quand elle a chargé son attaque au maximum. Tout comme avec l'attaque spéciale neutre de Byleth, la flèche est très rapide, mais elle met plus de temps à charger. Si vous trouvez que ça risque de la rendre trop vulnérable, pas d'inquiétude. Rappuyer sur B pendant qu'elle charge le tir lui permet d'annuler la charge. Elle n'est pas sage, mais pas stupide. Cela dit, quand je dis que ça annule le tir, ça l'annule, elle reprend tout depuis le début après. Enfin, pour son attaque spéciale bas, voici l'attaque spéciale inédite de ce moveset, Cadre ensorcelé. Elle invoque un des cadres avec lesquels Hyuga a emprisonné les sages et le dresse devant elle. Le cadre bloque les projectiles comme un bouclier. Cela dit, fait à bout portant d'un adversaire, l'attaque agit comme un hit grab et les enferme dans les tableaux comme les œufs de Yoshi. D'ailleurs, parlant de dessin, petit aparté. Les peintures et la 2D est un élément très récurrent d'un Link Between Worlds, principalement parce que Link se transforme en peinture pour emprunter des failles qui lui permettent d'aller à l'Hyrule. Et Hilda va appliquer ce pouvoir de deux façons. D'abord, pour son animation de pas chasser, autrement dit quand elle l'esquive sur place, elle se transforme en une peinture dessinée sur le sol. Ensuite, contrairement à Zelda, elle peut s'accrocher au mur grâce à ce pouvoir. Elle se transforme en peinture plaquée sur la paroi et elle y reste, mais pas indéfiniment. Un compte à rebours ressemblant à la barre de magie qui indique combien de temps Link peut rester sous sa forme de peinture indique combien de temps Hilda peut rester sous cette forme quand elle est accrochée au mur. Si elle n'a pas quitté sa forme au moment où la barre est vide, elle finit en chute libre. Après, pas d'inquiétude, cette barre se remplit assez vite. Enfin, le final smash. Vous vous souvenez de son sous-fifre Hyuga ? En la trahissant, il a fusionné avec un Ganon ressuscité, devenant Hyuga Ganon. Hilda ne va pas l'invoquer lui, mais un écho. Pas d'inquiétude, elle a appris la leçon. Enfin, je crois. Chargée par l'énergie de la balle Smash, elle crée un écho de Hyuga Ganon. Celui-ci donne un coup de trident de haut en bas, puis charge dans le tas. Bref, c'est comme si Zelda avait le final Smash de Ganondorf. Enfin, ses animations de victoire. Pour la première, elle montre la Triforce de la Sagesse sur sa main, puis elle prend la pose. Sa deuxième est similaire à celle de Zelda où elle prend la pose avec l'armure fantôme, mais à la place elle fait apparaître un tableau avec le portrait de Hyuga Ganon. Et pour la dernière, elle célèbre sa victoire accompagnée de Lavio. Et voilà ce que pourrait donner Hilda en tant que combattant écho de mon moveset de Zelda. Mais c'est également avec ce bonus sympa que se finit la semaine de Zelda. Ou qu'est-ce que pourrait donner des incarnations précises de tous les personnages réincarnés de l'histoire de Zelda dans Smash. Je suis pas mécontent d'avoir fini, c'est moi qui vous le dis. Attendez une minute. Allô ? Comment ça, j'en ai oublié un ? Qui ? Oh !